Oh waouh! Un Pokémon sauvage! Vite! Mon Pokédex! Jelly Peach niveau 5, Pokémon de type patate. Pour atteindre le niveau 5, il faut l'entraîner 10 ans sur le sol japonais. Niveau 1, Weeb. Niveau 2, Touriste. Niveau 3, Fausse Expat. Niveau 4, Expat. Niveau 5, Senpai. Un Pokémon de type patate! Go Pokéball! Hello bitches! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler... Ah ouais, tranquille, tu commences comme si t'avais pas été absente pendant des mois. Bah quoi, ça fait pas si longtemps. Meuf, ça fait 7 mois. 7 mois? Laisse-moi deviner, t'as déménagé? Non. T'as changé de boulot? Non. T'étais enceinte? Non. Ah mais non, je sais. T'as travaillé 16 heures par jour plus les week-ends, en plus d'avoir des soucis de santé, un 3e corona, des entretiens professionnels qui mènent à rien, et tu t'es tapé une dépression saisonnière. Non. Si! C'est ça, t'es trop forte! Queen! Du coup, je suis de retour et j'espère que vous ne m'avez pas oublié. En plus, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je fête mes 10 ans au Japon. Bah écoute, Et donc j'ai pensé que c'était l'occasion de vous donner un petit feedback sur ces 10 ans. Alors je vais pas non plus tout aborder avec trop de détails parce que sinon la vidéo durerait des heures, mais on va surtout parler de ce qui a radicalement changé dans ma vie depuis que je vis au Japon. Sur ce, on ne va pas perdre plus de temps, préparez-vous un petit café des familles et... Ouais, allô Mitsu? Eh, ça va? Ouais, ça va. Tranquille? Tranquille, tranquille. Eh, t'as pas l'impression de me voler un petit peu mes phrases par hasard? Oups, pardon, j'ai pas fait exprès, t'as raison, autant pour moi. Je vais changer. T'inquiète, c'est pas grave, ouais, ok. Ok. Connasse. Sur ce, on ne va pas gaspiller plus de minutes. Préparez-vous un petit café... Un thé. Préparez-vous un thé pas très grand. Des familles, des personnes du même ADN que vous. Et c'est parti! Commençons par un truc tout simple, mes habitudes. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas pouvoir vous faire une liste complète, mais voici quelques petites choses qui ont changé dans ma vie de tous les jours. Bien entendu, je ne garde plus mes chaussures à l'intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui font déjà ça en France. Moi, personnellement, quand j'étais en France, j'avais mes chaussures à l'intérieur. Depuis que je vis au Japon, j'ai arrêté de porter mes chaussures à l'intérieur, donc je les enlève dès que je rentre chez moi. Je n'utilise quasiment plus de fourchettes, seulement des baguettes ou des cuillères. Et ça va paraître un peu anecdotique, mais il y a des étrangers qui refusent de croire que les baguettes peuvent être plus pratiques pour certaines choses. Et ils pensent que, en fait, tu choisis les baguettes plutôt qu'une fourchette juste pour flex, pour montrer que t'habites au Japon depuis longtemps. Mais la vérité, c'est qu'on a rarement besoin d'une fourchette pour manger au Japon. Et même si des fois, je sais que c'est plutôt un geste prévenant de la part du staff, des combis et tout ça, me refiler une fourchette pour manger des sushis, c'est quand même super bizarre. Why would you do that? Alors certains vont me dire, ben techniquement tu peux manger des sushis avec une fourchette. Et techniquement tu peux manger une galette bretonne avec des baguettes, mais ça en fait pas le choix le plus logique. Je vois pas le problème. Un autre exemple, je ne prends plus de bain pour me laver. Ew. Attends, je vais expliquer. Au Japon, quand tu veux prendre un bain, tu fais couler le bain
tu te douches dans la partie douche de la salle de bain. Et ensuite, une fois que t'es propre, tu rentres dans le bain pour te relaxer. Parce qu'en fait, le bain au Japon, c'est surtout un endroit pour se détendre. Mais encore, mes habitudes culinaires ont changé. En vivant au Japon, j'ai appris à manger plus épicé et surtout plus varié, en particulier en ce qui concerne les textures. Bouillot bouillot, petit petit, mochi mochi. Par exemple, en France, je ne pouvais pas manger de viande avec du gras. Quand je voyais ça me dégoûtait. Alors que maintenant, quand je vois ça, je me dis que la viande va être super bonne. Et bien sûr, quand j'étais en France, ça me serait aussi jamais venu à l'idée de manger un œuf cru ou du poulet cru. Et quoi encore? Bientôt tu vas nous dire que tu manges du sperme de poisson ou je sais pas, des ovaires de poulet? Non mais en vrai, c'est bon hein. Non mais je te... Ma vision du luxe a changé. Avant, pour moi, l'air conditionné, par exemple, c'était un truc de riche. Au Japon, même quand je vivais dans mon petit 16 mètres carrés à 500 €, j'avais l'air conditionné. En France aussi, on pourrait considérer que, par exemple, des toilettes propres ou un service client poli et agréable et de qualité, ça se trouve que dans des trucs de luxe, des magasins de luxe, des restaurants gastronomiques. Ici, c'est juste la norme. Où que t'ailles, qui que tu sois, à part si vraiment t'as vraiment pas de chance et que tu tombes sur l'exception qui confirme la règle, tu vas trouver des toilettes propres et des gens qui font leur boulot comme il faut et qui sont agréables et qui sont polis et ça fait plaisir. Il y a aussi le taxi. En France, j'ai quasiment jamais pris le taxi. Pour moi, le taxi, c'était un truc de riche. Je veux dire, ça me viendrait pas à l'idée de prendre un taxi si vraiment j'ai pas d'autre choix, quoi. Alors qu'ici, suivant la distance et suivant le nombre de personnes, des fois, ça revient au même prix, voire moins cher que prendre les transports en commun. L'auteur de cette vidéo tient à préciser que quand elle habitait en France, elle n'était pas dans la capitale et donc la comparaison avec Tokyo n'est peut-être pas valable. Cordialement, bitch. Mais à l'inverse, des choses que j'avais prises pour acquises en France sont devenues du luxe au Japon. Avoir un four ou un lave-vaisselle par exemple. Alors attention, ne me tombez pas dessus, je sais très bien que tout le monde n'a pas un lave-vaisselle ou un four en France aussi, mais c'est pas du tout le même ratio. Ici, en 10 ans, j'ai vu un four 2 fois chez quelqu'un. Et alors un lave-vaisselle, je crois que j'en ai vu qu'une fois et c'était une toute petite crotte comme ça quoi. Bien entendu, il y a aussi les fruits. Et peut-être que certains d'entre vous qui ne sont pas au courant vont penser que j'abuse, que c'est pas parce que c'est cher que c'est du luxe. Mais j'ai l'impression quand même des fois qu'au Japon c'est un peu considéré comme du luxe dans la mesure où par exemple tu peux offrir un fruit à des amis comme cadeau, genre si tu vas à une soirée ou même des fois à un anniversaire ou à Noël ou quoi, il y a des gens qui amènent des fruits. Des fois c'est même un seul fruit et c'est assez bizarre parce que nous on achète ça au kilo quoi. Mais ici non vraiment tu peux acheter un seul fruit qui va coûter super cher et que on va se partager à 10. C'est trop bizarre. Pareil pour le pain. En France, le pain c'est limite comme de l'eau quoi. Je veux dire, c'est sur la table, dans une corbeille, on le mange, on t'en remet. Ici, si t'as de la chance, tu vas peut-être avoir une tranche de pain gratuite parce que ça vient avec ce que t'as commandé. Mais sinon, chaque tranche de pain que tu commandes, il va falloir la payer. Parce que c'est un peu cliché, mais c'est vrai que nous en France, on mange du pain comme on boit de l'eau et qu'on respire de l'air quoi. Mais ici, le pain des fois c'est limite un plat à part entière. Genre des fois, dans certains restos, quand tu dois choisir un accompagnement avec le plat principal, ils vont te demander si tu préfères qu'ils t'apportent du riz ou du pain. Ce qui pour moi n'a absolument aucun sens. C'est comme si tu me disais et pour l'entrée mademoiselle, vous voulez du cassoulet ou un café? What? Non, mon amour pour le Japon n'a pas diminué, mais ma façon d'aimer le Japon a changé. Quand j'étais en France, j'étais obsédée par le Japon. La langue, la musique, la bouffe, les dramas, la mode, je consommais tout le contenu que je pouvais trouver et c'était jamais assez. Ouais, en gros, t'étais une grosse weeb. Quand même, j'étais pas une weeb. Attends, c'est quoi ça?
a compris, je crois. Une fois installée au Japon, pendant les 2 premières années, on va dire, je pense que j'ai essayé d'intégrer tout ce que je pouvais en mode stage intensif. Mais après ça, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à ressentir un peu ce besoin de retourner vers du contenu international. Mon style vestimentaire aussi a changé pour plusieurs raisons, comme par exemple le fait que j'ai commencé à faire des boulots de modèle, des auditions et tout ça. Mais aussi bien sûr parce que j'ai eu l'influence des gens autour de moi, de ce que je voyais dans la rue et aussi de ce que je voyais dans les médias. Et vous allez peut-être pas me croire, mais en dehors des mouvements de mode qui sont très connus à travers le monde comme les lolitas, tout ce qui est kawaii et tout ça, la majorité des gens à Tokyo s'habillent avec des tons plutôt monotones. Ça va rester dans tout ce qui est un peu monochrome, marron, beige, rose pâle et tout ça. Au bout de 6-7 ans, même en étant retournée vers du contenu international, j'ai quand même senti une espèce d'overdose de contenu japonais, que ce soit la télé, les pubs dans la rue, les musiques dans les magasins ou même juste parler japonais tous les jours à mon boulot par exemple. Ça devenait vraiment beaucoup et je commençais à saturer. Et du coup il y a ce moment où j'ai quasiment arrêté de consommer du contenu japonais. Et je vous avoue que même si ça s'est fait plutôt naturellement, j'avais quand même cette espèce de sentiment de culpabilité, de ne plus apprécier la culture japonaise, de ne plus apprécier le contenu que j'étais venue chercher littéralement en fait. Je suis venue de France, je me suis installée au Japon parce que je voulais tout ça. Et du coup ça m'a un peu donné cette impression de manquer de gratitude et de reconnaissance. Sauf que l'une de mes passions dans la vie c'est l'introspection. Donc j'ai essayé d'analyser tout ça, j'ai essayé de comprendre mes sentiments par rapport au contenu japonais, au contenu international, à ce que j'aimais avant, à ce que j'aimais maintenant, à mon mode de vie, à ma relation à tout ça. Et j'ai réalisé que c'est pas parce que je ne suis plus obsédée par le moindre truc japonais que ça veut dire que j'apprécie plus la culture locale. Je l'apprécie tous les jours au travers de ce que je consomme sur place et de mes interactions avec les japonais. Et tous les jours, je suis reconnaissante du privilège que c'est de vivre au Japon. Que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, dans les bars, dans les restaurants, dans les magasins, où que je sois, j'ai souvent un sourire qui apparaît tout seul sur mon visage parce que je suis heureuse de vivre ici. Mais quand même, j'avais pas envie de me contenter de ça. Du coup, j'ai décidé plus ou moins récemment de recommencer à découvrir des choses. Par exemple, j'ai jamais été fan de manga, d'anime, et oh mon dieu, sacrilège! Je n'aimais pas les ramen. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher des mangas ou des animés que je pouvais peut-être aimer et j'ai essayé plusieurs restos de ramen pour pouvoir en trouver un que j'aimais. Spoiler alerte, j'en ai trouvé plusieurs. Et c'est génial parce que même après 10 ans au Japon, il y a tellement de choses encore que je peux découvrir et ça me permet d'approfondir mon expérience sur place. Et bien sûr, je vais pas m'arrêter aux mangas, aux animés et aux ramen. Par exemple, je veux améliorer mon niveau de japonais, découvrir de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, goûter de nouvelles choses. Enfin bref, j'ai envie d'essayer tout plein de nouveaux trucs et ça me donne l'impression d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie au Japon. Et c'est excitant. En fait, quand j'y pense, c'est un peu comme une relation de couple. En 10 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais au final, l'amour, la passion, bah ça s'entretient. C'est tellement profond ce que tu dis. Ouais, un peu comme ton... Je ne déteste plus la France! Parce que oui, pendant un bon moment, j'ai détesté la France et je ne suis pas la seule expat à cracher sur son pays. C'est quelque chose d'assez commun. Mais à force de parler à des Japonais qui adorent la France et qui me disent à quel point c'est génial, j'ai réalisé, voire même des fois j'ai découvert tout un tas de choses qui m'ont permis de me réconcilier avec mon pays et ma culture. On va pas se mentir, j'ai aussi beaucoup entendu de conneries, mais c'est pas le sujet. Par exemple, j'avais jamais réellement apprécié la beauté de notre architecture. Pour moi, c'était juste normal, jusqu'à ce que des Japonais me le fassent remarquer. J'ai aussi compris pourquoi la cuisine française est considérée comme un art, et ça grâce à des amis japonais qui m'ont emmené dans des restos de haute cuisine française au Japon. Et de manière moins directe, la vie de tous les jours au Japon m'a fait réaliser quelque chose qui peut paraître un peu contradictoire. D'un côté, je n'ai absolument aucune envie de retourner vivre en France, mais d'un autre côté, faut avouer que la mentalité française, c'est pas aussi nul que ce que je pensais. Au cours de ma vie ici, j'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir été éduquée en France. Alors, j'ai plusieurs raisons, mais je pense que l'une des plus évidentes, c'est la liberté de débattre et de questionner l'autorité. Je sais qu'on abuse un peu beaucoup de ça en France, mais c'est aussi la raison pour laquelle on est l'un des pays du monde, si pas le premier, à faire des manifestations qui aboutissent à quelque chose. Et cette façon de penser pousse aussi à la curiosité intellectuelle et aux discussions philosophiques.
Et même si des fois c'est vrai, c'est fatigant, c'est quand même quelque chose de très stimulant et de très enrichissant pour l'esprit. Alors attention, je ne dis pas que les Japonais ne sont pas intellectuels ou philosophiques. Ils ont toute une littérature qui prouve le contraire. Mais par contre, l'échange de ce genre de pensée dans l'espace public est quand même beaucoup plus fréquent et beaucoup plus encouragé en France qu'au Japon. Et évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons qui m'ont fait apprécier le fait d'être française, et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, peut-être que j'en ferai une vidéo. Tout ça pour vous dire que le Japon, tout en gardant sa place dans mon petit cœur, m'a permis aussi de faire la paix avec mon pays. Alors celle-ci c'est la dernière de la vidéo et à mon avis elle va piquer un peu. Après 10 ans à vivre dans un autre pays, je pense avoir enfin compris ce que différence culturelle veut vraiment dire et en quoi la notion de respect des autres cultures peut être complexe et changeante. Je m'explique. Dans le cas du Japon, quand on parle de différence culturelle, les gens s'imaginent des trucs du genre se courber pour dire bonjour, utiliser des baguettes, aller au temple, ne pas sucrer son thé, etc. etc. Et beaucoup de non-japonais critiquent les étrangers qui passent outre les règles de bienséance japonaises ou qui ont tout simplement eu le malheur de ne pas les connaître. Parce qu'après tout, le respect de la culture locale, c'est important. C'est même indispensable. N'est-ce pas? Ha! C'est là que ça coince. Respecter une culture, c'est très facile quand au mieux on est d'accord avec et au pire on n'a pas d'avis dessus. Le problème c'est que la culture d'un pays ne s'arrête pas à des goûts culinaires et des courbettes. Et beaucoup de gens vont être ouverts d'esprit jusqu'à ce que quelque chose challenge vraiment cette ouverture d'esprit. Et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus difficile d'accepter les différences culturelles. On va faire un petit test. Je vais vous donner 3 contextes différents et pour chacun de ces cas, vous allez me dire qui a raison selon vous. K.A. Juliette et Aiko regardent une vidéo d'un humoriste japonais qui se fait ridiculiser à la télé parce qu'il est moche. Juliette est horrifiée et soutient que c'est inhumain, alors que Aiko rigole et soutient que c'est juste une différence culturelle et que c'est l'humour à la japonaise. Qui a raison? Juliette ou Aiko? KB. Taro explique à Clément que les femmes ne sont pas autorisées à être sumo professionnelles. Clément pense que c'est sexiste, mais Taro lui dit que non et que c'est juste une tradition que les Japonais veulent conserver. Qui a raison? Taro ou Clément? Cassé! Un étranger se fait refouler par le propriétaire d'un onsen à cause d'un tatouage et il accuse l'établissement de discrimination. Le propriétaire se défend en expliquant que ce sont juste les mœurs japonaises. Qui a raison? Le touriste étranger ou le propriétaire japonais? Vous pouvez pauser si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir un peu et vous pouvez reprendre la vidéo quand vous êtes prêts. Maintenant, je vais vous donner mes réponses. K.A. Pour moi, Aiko a raison. On sait bien que l'humour diffère selon les pays et au Japon, se moquer du physique n'a pas le même impact qu'en France. Attention, je ne dis pas que c'est bien et je ne dis pas que je suis d'accord. Moi-même, quand je suis témoin de ce genre de choses, dans certaines situations, ça me met ultra mal à l'aise. Mais néanmoins, ça reste une différence culturelle. C'est difficile à comprendre pour les étrangers, mais les comédiens dont on se moque dans ces émissions ne sont pas des victimes. Au pire, ils exploitent eux-mêmes l'une de leurs caractéristiques naturelles. Au mieux, c'est un concept monté de toutes pièces où le comédien va littéralement se rendre aussi moche qu'il le peut en se faisant des coupes de cheveux bizarres et en portant des vêtements chelous. Dans les deux cas, c'est fait consciemment et volontairement, mais en plus, ça leur apporte le succès, la célébrité et l'argent. A l'inverse, le sarcasme est très peu apprécié au Japon, et il y a même certains japonais qui considèrent que c'est une forme d'humour très méchante. Et c'est vrai, c'est déconcertant pour nous, tout simplement parce qu'on a grandi dans une culture différente avec des mœurs différentes. Et d'ailleurs, je me permets de nuancer, mais même si Aiko a raison parce que dans ce cas-là, c'est de l'humour japonais pour un public japonais, le sentiment de Juliette est tout à fait compréhensible et acceptable. KB! Ici, Taro explique que c'est une tradition que les Japonais veulent conserver. On pourrait se dire, bah c'est lui le Japonais, il a forcément raison. Mon avis sur la question, c'est que non, il a pas raison. Tout simplement parce que Taro n'est pas tous les Japonais. Oui, certains Japonais veulent conserver cette tradition, mais il y a aussi toute une autre partie qui ne veulent pas conserver cette tradition, et il y a aussi toute une autre partie qui s'en fout complètement. Et à en juger cet article dont je vous mets le lien en description, il y a littéralement des Japonaises qui se battent pour que ça change. Donc Taro fait lui-même une généralisation des Japonais et occulte l'avis de toute une partie du peuple. Maintenant, est-ce que Clément a raison? Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, la définition même du sexisme, je le rappelle, c'est attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Les femmes ne sont pas autorisées à concourir de manière professionnelle pour la seule et unique raison qu'elles sont des femmes. Alors oui, c'est une tradition, mais c'est bel et bien une tradition sexiste. Du coup, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de protéger et respecter ce genre de tradition?
Personnellement, et je m'en cache pas, je pense que ce genre de traditions discriminantes et sans fondement vont à l'encontre de l'évolution et qu'on devrait s'en débarrasser. Je vois pas l'intérêt de garder un pull qui gratte et de devoir le porter de génération en génération juste parce que c'est l'arrière grand-mère qui l'a fait un jour où elle avait que de la laine pourrave. Par contre, respecter une tradition et protéger une tradition sont deux choses différentes. Mais j'en parle juste après, alors restez attentifs. Cassé! Mon opinion dans ce cas, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Le touriste est peut-être un connard ou juste un ignorant, mais c'est aussi possible que le propriétaire ait eu des propos racistes pendant l'altercation. Et dans certains cas, ça peut même être un mix des deux. Personnellement, j'ai déjà été témoin des deux cas de figure. Des étrangers qui crient au racisme alors que c'est juste un malentendu dû à une différence culturelle, et des gens qui excusent des comportements discriminatoires sous couvert de différences culturelles. Je le répète, ça c'était mon avis pour chaque cas. Mais la vérité, c'est qu'on juge tous ce genre de situation en fonction de notre propre système moral. Ces personnages fictifs ont tous tort et tous raison parce qu'ils s'expriment uniquement à travers leur propre prisme. Que ce soit un prisme culturel ou personnel d'ailleurs. Mais, et c'est là qu'on revient au vrai sujet de ce dernier point, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec quelque chose et quand même respecter la culture. Comme je l'ai mentionné plus tôt, protéger une tradition et respecter une tradition, c'est pas la même chose. En tant qu'étranger, on peut tout à fait respecter une tradition locale et quand même penser qu'elle devrait disparaître. Dans le cas du sumo par exemple, les femmes, sumo ou pas, n'ont pas le droit de poser un pied sur le dohyo. Au point que lors d'un combat de sumo masculin le 4 avril 2018, le maire de Maizuru s'est évanoui pendant son speech et quand des doctoresses se sont précipitées sur le dohyo pour lui administrer les premiers soins, on leur a demandé de quitter le dohyo. Alors, le président de la JSA s'est excusé plus tard en disant que l'annonce était déplacée étant donné l'urgence médicale. Mais toujours est-il que c'est une histoire complètement insensée et que la règle en question existe toujours. Donc, est-ce que je pense que c'est aussi sexiste que stupide? Oui. Est-ce que je pense que le Japon devrait reconnaître le sumo féminin et que les femmes ne devraient pas être considérées comme impures ou indignes des dieux? Oui. Alors maintenant, est-ce que juste parce que je pense ça, je vais aller marcher sur un dohyo? Non. Est-ce que je vais accuser la nation tout entière et tous les Japonais et toutes les Japonaises de sexistes? Non. En tant qu'étrangère, je vais tout simplement respecter cette tradition locale sans pour autant que ça m'empêche d'encourager ou de soutenir les groupes de sumo féminins qui se battent pour que ça change. Et c'est ça les différences culturelles, ça marche dans les deux sens. On peut tout à fait respecter quelque chose sans l'approuver. Et il faut arrêter d'accuser les Japonais de tout et n'importe quoi et de généraliser tout le temps. Mais il faut aussi arrêter de dire que parce que quelqu'un n'est pas japonais, il ou elle n'a pas le droit d'avoir un avis sur la culture locale. Par exemple, mes amis japonais ont bien évidemment beaucoup plus d'informations et de contexte quand il s'agit du Japon. Mais de mon côté, j'ai beaucoup plus d'éléments de comparaison que la plupart d'entre eux parce que j'ai vécu dans deux pays différents. Et c'est ça la complexité et la richesse des échanges culturels. C'est pas seulement une histoire de sushi et de croissant. Et c'est sûrement la chose la plus importante que j'ai apprise au cours de ces 10 années passées au Japon. Et je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression que le Japon est l'un des pays qui challenge le plus là-dessus. Parce que dans certains pays, la culture sera beaucoup trop similaire à la France. Mais à l'inverse, dans des pays qui sont complètement différents, c'est un peu plus facile de relativiser parce que les différences culturelles sont tellement évidentes qu'elles sont incomparables. Alors qu'au Japon, on a parfois l'impression d'être dans une société qui est plus ou moins similaire à la nôtre. Et du coup, ça nous fait juger le Japon et les Japonais à travers un prisme de français. Et ça, que ce soit un jugement positif ou négatif. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner après une décennie ici, c'est de ne jamais cesser d'apprendre et de vous laisser la liberté de changer d'avis et la possibilité d'évoluer. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je crois que c'était déjà bien long. Je remercie tous les gens qui m'ont attendu et soutenu pendant ces 7 mois d'absence. Si je suis de retour, c'est en grande partie parce que vous ne m'avez pas abandonné et que ça m'a aidé à garder le moral et la motive. Pour ceux qui veulent continuer de me soutenir, un like, un partage, un commentaire, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Je peux pas vous donner de date pour la prochaine vidéo, mais par contre je peux vous dire que je travaille déjà dessus. Donc pour ne pas la manquer, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, des câlins, des papouilles. Et je vous souhaite de retrouver le titre d'une chanson que vous adorez mais que vous aviez oublié. Bye bye Peachy.